table ronde du colloque sur la ville de Saint-Louis. On a voulu, compte tenu de que le projet est né à Saint-Louis, se développe à partir de Saint-Louis, aborder la question de cette ville de façon très pluridisciplinaire. Donc c'est à la croisée des savoirs sur l'eau, penser la durabilité de la ville de Saint-Louis du Sénégal dans un contexte de changement climatique. On a demandé à Papa Saro de Lucas d'animer cette table ronde et je le laisse donc présenter ses intervenants, si tu le veux bien, Papa, et donc présenter tout le monde. Et puis donc on a 1h30 ensemble, peut-être 45 minutes d'échange entre vous et puis 45 ou voilà, un équilibre comme ça pour qu'on puisse ne pas trop frustrer notre auditoire qui a toujours envie d'échanger avec nos experts. Voilà, merci beaucoup et donc on vous écoute. Bon voilà, donc on est là pour cette dernière séance qui va nous permettre de croiser le regard des chercheurs, mais surtout donc d'entendre la réaction des opérationnels, des acteurs. Et du coup, nous sommes en présence d'une architecte, donc une démographe chargée de trucs. Et maintenant, le schéma, on va laisser à Sherba, géographe, spécialiste des questions de l'eau et des risques, faire une présentation, nous présenter Saint-Louis et la ville durable à travers l'eau. Maintenant, les autres réagiront comme ils l'entendent. Donc, chacun pourra avoir son angle d'attaque et ce qui permettra en retour maintenant d'échanger avec vous si vous avez donc des questions ou bien des alternatives à présenter. Voilà donc, et sans plus tarder, nous allons laisser donc le micro à Sherba. Bonjour à toutes et à tous. Sherba, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, j'ai la lourde tâche d'introduire cette table ronde. Bon, je vais essayer de le faire. Donc, le contexte de cette étude s'inscrit dans une perspective de durabilité. Et nous avons comme cas d'étude Saint-Louis. Donc, je vais commencer d'abord par argumenter pourquoi cette table ronde, avant d'ouvrir les différentes entrées et donner la parole aux contributeurs. D'une manière générale, l'eau est un objet géographique de recherche. Donc, elle façonne régulièrement les espaces et ces dernières sont des lieux intenses de production de savoir qui s'inscrivent, ces savoirs s'inscrivent dans un univers, dans une logique de pensée. Et en parallèle, nous avons une petite confrontation ou bien peut-être une complémentarité. Ça dépend de quel angle on situe les choses. Entre un savoir ou des connaissances qui se construisent dans le temps et qui intègrent un univers beaucoup plus reconnu, beaucoup plus peut-être légitime, raisonné. C'est ce qu'on appelle peut-être un savoir plutôt moderne, technocratique ou scientifique. Et dans tous les cas, à partir de là, autant pour moi, on peut poser la question de savoir quelle forme de cohabitation possible à envisager à partir des imaginaires. C'est la raison pour laquelle, ici, autour de cette table, nous avons une architecte, une démographe, un géographe et un autre géographe. Il est question ici de réfléchir sur les pratiques, les méthodes qui peuvent fleurir ou réenchanter la trajectoire de la gouvernance urbaine contemporaine de la ville de Saint-Louis. Pour réussir cette mission, nous allons dans un premier temps rappeler la vulnérabilité de la ville de Saint-Louis avant d'inviter les participants à un dialogue des potentiels imaginaires et savoirs qui pourront demain réorienter la trajectoire de la gouvernance urbaine de Saint-Louis même. Saint-Louis dans son écosystème,
s'inscrit plutôt dans ce qu'on pourrait appeler une ville d'eau, une ville alimentée régulièrement par le fleuve Sénégal et ses démembrements. Donc, quand on parle de Saint-Louis, la première chose à quoi on pense en tant que géographe, nous sommes dans un écosystème d'eau. Saint-Louis est une ville d'eau, donc les imaginaires qui peuvent peut-être intéresser la construction des résiliences pourraient peut-être tourner autour de cet imaginaire qui est l'eau, ou bien de cet objet qui pourrait féconder nos imaginaires. Next slide. De notre côté, nous savons que dans les grandes organisations internationales aujourd'hui, les littoraux sont devenus pratiquement un objet d'étude majeur. Un contexte qui a été renforcé par la grande montée en puissance de la problématique que nous connaissons tous, le changement climatique. On peut dire qu'il a toujours bon dos. Ma collègue va me dire ça, va nous confirmer. Mais en réalité, ce sont des zones qui sont non seulement fortement peuplées, mais qui sont aujourd'hui exposées à des risques de submersion, d'inondation ou de salinisation. Ainsi, ces zones, elles sont continuellement menacées par une multiplicité de risques, élévation du niveau de la mer, même modification des courants, etc. Cependant, un événement assez important s'est passé à Saint-Louis en 2003 et donne du sens, en tout cas à mon avis, au potentiel imaginaire ou au potentiel stratégique que l'on pourrait développer, parce que cet événement majeur, au lieu d'être un événement disruptif qui pourrait changer la trajectoire, il est devenu ce qu'on pourrait qualifier des événements de politique du désastre. Je m'explique. En 2003, suite à des événements d'inondation, un aménagement que certains chercheurs de l'Université de Saint-Louis qualifient de précipité, peut-être dans un ouvrage, je peux citer le professeur Boubou Aldoumassi, a été opéré sur ce qu'on appelle la langue de barbarie. Excusez-moi, je vais devoir me lever, je suis géographe, pour expliquer cette carte. Donc ici, en fait, ce qu'on a, on a un cordon littoral qui protège de manière naturelle la ville de Saint-Louis, qui est ici en rouge. Mais en 2003, suite à une augmentation du niveau du fleuve, ce qu'on pourrait qualifier de trop plein d'eau, la ville de Saint-Louis a été menacée par une inondation. Donc, il fallait trouver une solution, un aménagement. Et les pouvoirs publics avaient décidé à l'époque d'ouvrir une brèche qu'on a ici. La brèche a été ouverte, elle faisait à peine moins de 2 mètres ou moins de 2 mètres. Et une fois elle a été ouverte, des conséquences désastreuses se sont multipliées, surtout au niveau du sud de l'île de Saint-Louis. Donc il y a ce qu'on appelle la mobilité de la brèche ouverte ici, qui s'est propagée, ou bien qui s'est dirigée plutôt vers le sud. Et cette mobilité de la brèche vers le sud a causé d'énormes conséquences aux écosystèmes et aux habitants du sud de Saint-Louis. Next slide. Donc ici, c'est une cartographie plus récente qui essaie de schématiser ou de matérialiser ce que j'explique. La brèche, elle est ici ouverte. Et dans le sud de Saint-Louis, nous avons ce qu'on appelle des communautés villageoises qui habitent le sud. Je peux citer Gandiol. Et au niveau de Gandiol, à cause du forçage marin, mais également de la mobilité de la brèche ouverte, la flèche rouge qui montre sa progression vers le sud, il y a des risques aujourd'hui qui sont la submersion marine, la salinisation de la lagune, l'érosion est de ce côté côtière, la salinisation des lagunes ici, qui menace les activités de maraîchage à cause de la forte salinisation des sols, mais il y a aussi des menaces sur la zone du parc national de la langue de Barbarie. Next slide. Donc cet épisode de 2003 montre ce que nous pourrons qualifier, nous géographes, de maladaptation. La maladaptation, c'est les effets négatifs, les solutions pires que les problèmes. On cherchait une solution et malheureusement, on a eu des problèmes.
une adaptation qui échoue à réduire la vulnérabilité, c'est-à-dire Saint-Louis est une ville vulnérable, c'est une ville d'eau, je rappelle cela, et aujourd'hui, elle est menacée par des risques de submersion plus graves, peut-être, que ce qu'on avait avant comme risque, qui était les inondations. Donc, suite à ce constat, nous avons compris, sans pour autant tarder et sans pour autant critiquer les formes d'aménagement dans une discipline comme la géographie, on s'est dit qu'il y a peut-être cette nécessité de réfléchir sur les objets qui inspirent l'aménagement. Raison pour laquelle nous avons interrogé les questions d'épistémologie en matière d'aménagement, surtout pour les géographes, les pédagogies pratiques, tout comme les questions de circulation, de transmission des savoirs. Et pour ici, la question des savoirs, tout simplement. Pour tenter de répondre, autant pour moi de manière ramassée, à cette rubrique de questions, donc l'actuel agenda de recherche que je gère, où je tente de mener, pose tout simplement la question de savoir quelle forme d'adaptation collective formuler pour répondre durablement aux aspirations des habitants de la ville de Saint-Louis dans une perspective de durabilité. Pour répondre à cette question, comme nous sommes dans un agir collaboratif et collectif, j'ai mené quelques enquêtes de terrain auprès des populations locales, surtout au sud de l'île, et les résultats ont prouvé qu'il y a une diversité de connaissances que je ne pourrais pas développer ici parce que ce n'est pas l'objet de cette table ronde, mais c'est des imaginaires qui tournent sur les pratiques liées au maraîchage. Ici, c'est un étudiant que j'avais envoyé comme stagiaire cet été. Il y a d'autres imaginaires sur l'eau, identification des zones qui sont potentiellement inondables, etc. Donc, la somme de toutes ces pratiques, de ces savoirs que l'on qualifie, nous, géographes, de vernaculaires, qui s'inscrivent dans une cosmogonie, pourront peut-être permettre de réinventer ce qu'on appelle la résilience, sans pour autant être dans une logique binaire où on oppose savoir scientifique ou savoir vernaculaire. L'objectif est de réfléchir sur un cadre de réflexion dans l'avenir pour mieux propulser la résilience de la ville de Saint-Louis. Et sur cela, je passe la parole aux collègues pour rebondir sur cette petite problématique. Merci, cher, donc, pour cette présentation. Bon, voilà, nous avons une entrée, donc l'eau, mais à travers la mer, parce que Saint-Louis, c'est l'eau, c'est la mer, mais probablement c'est autre chose, c'est le fleuve. Saint-Louis, c'est les eaux souterraines, c'est autant d'axes donc possibles, mais là, donc, Cher nous a présenté donc un regard vu de, comme il dit, les stratégies d'adaptation, mais le fond, c'est quelle est l'articulation maintenant entre les autres dimensions de l'eau à Saint-Louis, hein? Parce qu'il n'y a pas que la brèche, il n'y a pas que la mer, mais il y a d'autres situations donc, qui peuvent se présenter en prenant en compte d'autres trucs. Ce qui veut dire que donc, dans le débat, probablement, c'est sûr que nous aurons d'autres... Mais dans un premier temps, donc, on va laisser réagir les deux experts donc, sur probablement des questions différentes, parce que chacun va choisir son entrée. Bon. Stéphanie? Merci Pape, merci Cher. Si vous le permettez, moi je parlerai davantage de la ville durable, plus que de Saint-Louis en particulier. Alors évidemment, tout ce que je vais pouvoir dire sur la question de l'eau dans la ville, de manière générale, peut s'appliquer à Saint-Louis, et peut-être que justement ça va susciter les discussions entre nous sur le cas particulier de Saint-Louis. Mais voilà, si vous le permettez, je parlerai plus davantage des enjeux de l'eau dans la ville en général. Et la ville que l'on dit durable, hein, cette ville qui se veut plus égalitaire, plus juste, plus sûre, plus saine, plus inclusive. C'est comme ça que les organisations internationales définissent la ville durable. Et comme je suis démographe, je ne peux pas m'empêcher de donner quelques chiffres sur la ville.
si vous le permettez également. Rappelez que vers 1800, on comptait 10% de la population mondiale qui vivait en ville. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié de la population mondiale qui vit en ville. Et en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, c'est 80% de la population qui vit en ville. Et en Afrique, c'est un petit peu moins de la moitié, 45%, on va dire aujourd'hui, avec de forts contrastes sur le continent, comme au Rwanda, c'est seulement 17% de la population du Rwanda qui vit en ville. Et par contraste, dans les extrêmes, au Gabon, c'est 90% de la population qui vit dans les villes. Cette croissance urbaine, puisqu'il s'agit vraiment d'une vraie croissance urbaine à l'échelle mondiale, met bien sûr à l'épreuve la ville durable sur les questions d'enjeux liés à l'eau, et en particulier en termes de vulnérabilité, du fait de cette jonction entre les croissances urbaines très diversifiées d'un pays à l'autre et même d'une ville à l'autre, et ses conséquences, enfin les conséquences du changement climatique, et notamment en termes d'événements météorologiques extrêmes. Et on en a eu un exemple tout de suite avec les inondations dont avait souffert la ville de Saint-Louis, et qui, je pense, continue, malgré la brèche, à en souffrir régulièrement. Donc, cette conjonction à la fois de la croissance urbaine et des enjeux du changement climatique pose de nombreux enjeux aux villes durables. Et si j'en ai repéré 4 en particulier, en termes de ressources en eau en particulier, donc la gestion de l'offre et de la demande en eau potable, la question sur les ressources disponibles en quantité, en qualité, et la question aussi de cette allocation des ressources, à la fois entre les ressources souterraines et les ressources de surface. Et puis, donc ça c'est du côté offre, et puis du côté demande en eau, bien sûr avec l'augmentation des besoins liés à la croissance urbaine, bien sûr, mais aussi à la transformation des pratiques et des modes de consommation. Tout n'est pas à mettre sur le dos de la croissance urbaine, mais également des transformations liées des transformations des pratiques et des modes de consommation. Il se pose aussi des enjeux sur la question de la demande en termes de répartition structurelle entre les différents secteurs de l'économie au sein même de la ville, et puis bien sûr de la demande en eau, certes, mais aussi en assainissement, et notamment les questions d'évacuation des eaux pluviales, des déchets liquides et solides, et tout particulièrement dans les quartiers informels où de fortes inégalités d'accès à l'eau sont constatées, souvent liées à des inégalités socio-spatiales. Ça, c'est un premier enjeu, la question de la ressource en eau potable, on va dire, et de cette gestion de cette ressource. Il y a un deuxième type d'enjeu qui tourne autour de la défaillance et l'inadaptation des infrastructures et des équipements de production et de distribution, des systèmes de drainage, des systèmes d'assainissement, des déchets solides et des fluents. Un troisième type d'enjeu lié à l'eau dans la ville porte sur l'interconnexion des défis de gouvernance, et notamment assez souvent un souci de discussion dans la gestion urbaine entre les différents ministères. Pour vous donner un exemple, en Côte d'Ivoire, où je vis actuellement, jusqu'à il y a moins d'1 an, il y existait un ministère de la ville. Et on pouvait supposer que l'ensemble des politiques de gestion urbaine, qu'elles touchent l'eau, qu'elles touchent le transport, qu'elles touchent l'habitat, qu'elles touchent tout un tas de secteurs de la ville, on pouvait supposer que ce ministère allait pouvoir coordonner l'ensemble des politiques. Mais aujourd'hui, ce ministère n'existe plus. Et donc, les différents services sont retournés dans les ministères, disons, sectoriels. Donc, il y a vraiment sur cette question de l'eau dans la ville, un défi lié à l'interconnexion de ces
ces modes de gouvernance et de ces décisions de la puissance publique. Et ça touche tous les secteurs de l'eau dont je viens de parler tout à l'heure. Et puis un quatrième type d'enjeu qui touche à la prévention et l'adaptation d'une pluralité de risques. Alors je vais juste en citer quelques-uns. Par exemple, la difficulté d'accès à l'eau, bien sûr, dans un certain nombre de quartiers, des risques de surexploitation de la nappe, d'intrusion saline et de l'érosion dans certaines villes, des questions d'insalubrité, de pollution et de risques sanitaires. Et là, je vais employer des mots très spécifiques de la biologie, mais la question des antibiorésistances, des contaminants émergents, des cyanobactéries, de la création de gîtes favorables à la prolifération de vecteurs de maladies, bref, tout un tas une pluralité de risques qui se confondent, liés aussi des risques aux événements hydroclimatiques extrêmes et des risques associés de type inondation, dommages matériels et humains, mais également tout ce qui a trait à la disparition des espaces verts, de la biodiversité, bref, tout un ensemble de risques qui peuvent aussi s'interconnecter et qui rendent la question de l'eau dans la ville durable complexe. À ces défis-là se pose un des défis assez importants dans les villes, en particulier africaines, qui porte sur la croissance des quartiers précaires et des quartiers informels. Il faut bien savoir que, par exemple, il y a dans les villes subsahariennes en particulier, les quartiers informels absorbent une très grande part de la croissance urbaine. Et par exemple, à Nairobi, 75% de la croissance urbaine est absorbée par les quartiers informels. Ou bien encore, un autre exemple, en une dizaine d'années, à Ouagadougou, la part de la population vivant dans les quartiers informels est passée du quart au tiers, en une dizaine d'années. Donc vous voyez que cette question des quartiers informels et de l'aménagement de ces quartiers informels pose des défis également en termes d'eau sur la ville durable. Et l'insalubrité, par exemple, de ces quartiers, la gestion des eaux dans la ville, on peut parler d'une spirale de dégradation touchant en particulier les populations les plus vulnérables. Alors dans ces conditions, la question est de savoir comment assurer la durabilité des villes sur cette question de l'eau. Sachant qu'il y a deux grandes priorités, et parfois avec des arbitrages à faire, répondre aux urgences actuelles d'aménagement des établissements humains, mais parallèlement anticiper l'évolution future que les démographes peuvent prévoir, aidés par les géographes et l'outil géomatique. Comment la puissance publique pourra gérer, parce que je vais dire pourra, parce qu'aujourd'hui, bon, visiblement, déjà répondre aux urgences actuelles est un peu compliqué. Alors, anticiper l'évolution, bon, voilà, ça pose un certain nombre de défis, mais comment concilier ces deux priorités, en fait? C'est ça la question de la ville durable, hein, je vous rappelle, c'est se développer sans compromettre le développement futur. Donc comment on peut concilier ces deux urgences, ces deux priorités, à la fois répondre aux urgences qui sont prégnantes, actuelles, et puis anticiper les évolutions futures qui c'est inéluctable qu'elles arrivent, ces évolutions futures de croissance urbaine et de croissance urbaine, qui allie croissance spatiale et croissance démographique. Donc renforcer la planification, ça paraît évident, mais comment on fait? Une piste, c'est une piste que l'on essaye de vouloir féconde, et de croiser les regards déjà entre disciplines différentes. Donc croiser les regards scientifiques entre disciplines différentes, donc travailler en pluridisciplinarité et mieux en interdisciplinarité. Et ça, c'est... Et alors, à cela, ajouter le dialogue sciences-société
Et c'est une vision que l'IRD souhaite renforcer davantage en créant des communautés de savoir, que l'on appelle dans notre jargon des COSAV, dont l'une d'elles porte sur les villes durables, et qui intègre cette thématique, parmi d'autres, mais qui intègre cette thématique de l'eau dans la ville. Et dans une approche dont on a parlé, je crois, mercredi, de celle de la science de la durabilité. Donc l'idée, c'est, avec les partenaires académiques dans les universités africaines, d'accorder une place particulière à la dimension locale des enjeux pour montrer la complexité et l'importance d'analyser chaque ville dans sa singularité. Cette démarche adopte aussi une démarche systémique, interdisciplinaire et intersectorielle, croisant les regards, donc je l'ai dit, des domaines scientifiques, à la fois les sciences de la vie et de la terre, les sciences de la société, les sciences de la santé, des opérateurs publics, privés, la société civile, de la puissance publique, je l'ai dit, et afin de mobiliser différents savoirs et de les confronter. Afin de comprendre les enjeux, bien sûr, et puis de contribuer à la réflexion en matière de politique publique, et également en valorisant la médiation scientifique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aussi lors du Forum mondial de l'eau de la semaine prochaine à Dakar, pour réinventer, pas la résilience, mais la ville durable, tous ensemble. Donc j'espère que ces quelques éléments de ce qui fait les enjeux de l'eau dans la ville durable et notamment dans les villes africaines va permettre de nourrir les échanges que l'on va avoir tout à l'heure, j'espère. Merci. Stéphanie, donc pour toutes ces dimensions, enjeux sociaux, enjeux politiques, enjeux sanitaires, enjeux économiques de l'eau, je crois que également là l'intérêt c'est peut-être qu'il y a des opérationnels, des politiques dans la salle qui peut-être saisiront de ces questions pour rebondir et contextualiser par rapport à Saint-Louis parce qu'il y a pas mal d'enjeux. Mais dans tout ça, j'ai entendu parler de quartiers précaires, de quartiers irréguliers, de la disparition des espaces verts. Et je crois que peut-être ça pourrait bien vous dire, donc en tant qu'architecte, donc de nous donner également votre regard sur la question. Oui, voilà, c'est bon. Voilà. Donc, je suis très heureuse de parler de Saint-Louis. Et c'est un site auquel je suis énormément attachée et attachée depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis exactement l'inscription de l'île Saint-Louis comme site du patrimoine mondial. Alors, en 20 ans de séjour intermittent sur ce site, j'ai pu évidemment décortiquer et connaître de manière très détaillée les valeurs de l'urbanisme et de l'architecture saint-louisienne, qui sont par excellence des objets climatiques. Mais en même temps, j'ai pu voir l'évolution de mes yeux, voir l'évolution du grand territoire et des conséquences de la brèche, aussi de comprendre les conséquences qui ne sont pas que positives du barrage de Diama et d'essayer de comprendre davantage ce qui se jouait dans cet estuaire et quelles solutions ont été trouvées et lesquelles ont pu traverser les siècles et se révéler durables. Alors aujourd'hui, quand je suis arrivée à Saint-Louis, Saint-Louis devait sa nouvelle célébrité, si vous voulez, par son inscription en tant que site du patrimoine mondial. Aujourd'hui, ce n'est pas ce label qui fait briller Saint-Louis dans le monde. Aujourd'hui, Saint-Louis,
est célèbre, à côté des villes encore plus célèbres, comme Venise, et de la prochaine victime du méchant réchauffement climatique, qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui, et maintenant ce sont des modifications climatiques, changements climatiques. Donc, et je vois apparaître un très grand nombre de colloques et de séminaires à travers le monde, même loin d'ici, puisqu'en Amérique du Sud, on parle de Saint-Louis, ville effectivement littorale, qui est menacée par le plus petit soulèvement de l'eau. On parle aussi, et même dans notre rencontre, nous pensons de réinventer la résilience. Or, s'il y a une ville dans le monde qui n'a pas besoin de réinventer ou d'inventer la résilience, c'est bien Saint-Louis. Et c'est bien la preuve que cette ville qui s'est placée pour des raisons bien sûr stratégiques et historiques que tout le monde, je pense, comprend ici, qu'on peut expliquer en quelques mots. Et cette ville est véritablement une ville durable. Quand on parle des villes durables, évidemment, on énumère tous les points de ce à quoi doivent répondre villes durables. Mais la première qualité, celle qui est dans le mot même, elle doit durer, elle doit perdurer, elle ne doit pas disparaître. D'accord ? La plupart des villes, d'ailleurs, dans le monde, de ce point de vue-là, sont durables. C'est-à-dire, pour moi, elles durent dans le temps. Et pour durer dans le temps, pour des villes qui sont des villes un peu spécifiques, des villes d'eau, des villes de montagne, des villes de désert, elles doivent répondre de manière spécifique et forcément résiliente pour pouvoir se maintenir et durer. Hein, ce qui n'a pas été le cas des villes qui se trouvent au pied des volcans, d'accord, qui finalement peuvent disparaître à chaque seconde. Donc Saint-Louis a fêté en 2009 ses 350 ans d'existence, d'accord, de fondation de cette ville. Et donc ça c'est le premier point que je voudrais dire, de haut les cœurs, relevant la tête. Saint-Louis est un exemple, non pas en tant que victime, la prochaine victime qui va disparaître, mais celle qui peut apporter des leçons historiques dans tous les colloques de toutes les villes qui se posent la question de cette fameuse résilience et durabilité. Évidemment, il nous manque un peu un historien à cette table, puisque nous devons puiser dans l'histoire. Je vous raconte de manière aussi courte que je suis capable, ce qui n'est pas mon fort, l'établissement, la genèse de cette ville. De manière très malcontreuse, la première phrase, vous savez, sur le site de l'UNESCO, il y a un petit résumé qui dit quelles sont les valeurs de la vue, valeurs universelles exceptionnelles. En 10 lignes, il faut dire qu'est-ce qui fait la qualité, pourquoi on a reconnu ce site si exceptionnel qu'on l'a appelé universel, de valeur universelle. Alors, il y a une malheureuse phrase qui débute ce descriptif. Elle dit « Saint-Louis construite ex nihilo ». Ex nihilo fut la capitale de... Voilà. Et ce ex nihilo sonne très très mal dans les oreilles, dans beaucoup d'oreilles d'héritiers de Saint-Louis, d'habitants de Saint-Louis, puisque effectivement un site n'en est pas ex nihilo, sauf lors de la création, hein, mais ce site a une très longue histoire et une longue histoire aussi d'occupation humaine. Enfin, il appartenait au royaume du Valo et il y avait une occupation, évidemment, pas sur les îles, pas sur ces îles, parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un contexte géographique d'estuaire, c'est-à-dire d'archipel. Sort est une île. Nous n'avons que des îles qu'on cherche à
à faire continent, mais évidemment à un prix très élevé, puisque aujourd'hui on cherche à modifier le lit du fleuve qui est repris. Maintenant il n'y a plus de crue du fleuve à cause du barrage de Diama, sauf que le barrage de Diama, s'il n'est pas entretenu, s'il n'est pas... Parce qu'au fait, les vannes ont été relevées, les lâchers d'eau se sont faits tardivement. Pourquoi il y a eu cette situation dramatique en 2003 et qu'on n'a pas trouvé d'autre solution que d'ouvrir une brèche pour évacuer l'eau? C'est parce que tout simplement, la gestion du barrage n'a pas été fait avec suffisamment d'anticipation, en fait. Alors, donc, ce site qui a été habité sur la langue de Barbarie, qu'est-ce qu'il y avait sur la langue de Barbarie? Imaginons la langue de Barbarie vue par les Portugais qui arrivaient les premiers au XVe siècle. C'était ce cordon dunaire, toujours, il existe toujours, il est extrêmement menacé. Nous allons voir ce qui menace ce cordon dunaire, qui était le seul rempart pour l'Hinterland, pour le territoire qui se trouve en arrière. Ce cordon était maintenu par les Filao. Les Filao, je ne pense pas qu'on les a spécialement plantés. Les Filao sont des arbres qui ont des racines kilométriques, peu profondes mais kilométriques, et qui font retenir le sable. Donc, la nature elle-même, elle propose des solutions qui sont des solutions soutenables, durables, résilientes. Donc, il y avait les Filao. Et il y avait des pêcheurs, certainement des pêcheurs saisonniers, peut-être qui n'habitaient pas tout le temps, qui exploitaient évidemment la ressource de la mer. Alors, on arrive donc le XVe siècle, l'époque de la découverte des continents et de la conquête, et les bateaux qui arrivent, évidemment, c'est une époque... Enfin, je vous raconte ça parce que ça m'a tellement fasciné, cette histoire, et le courage de tous ces marins. J'ai essayé de comprendre quelle curiosité les a poussés de vouloir s'engager sur des goélettes, sur des mers dont ils ne savaient absolument pas où ça allait les amener, si la terre... enfin, voilà. Et donc, ils suivaient le littoral et les premières pénétrations se faisaient par les fleuves. Or, il se trouve que le premier grand fleuve, quand on part de l'Espagne et du nord-est de l'Afrique, ça va être le fleuve Sénégal. Et le fleuve Sénégal, il y a une particularité géographique qui perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est la fameuse barre d'Aquin et puis la barre de Sénégal. Et cette barre qui est évidemment, qui a coûté de nombreuses vies à Saint-Louis, hein. Cette barre est vraiment liée à l'histoire humaine. Combien d'hommes sont morts à cause de cette barre. Mais cette barre, en même temps, empêchait, et empêche jusqu'à aujourd'hui, quoi qu'on en dise, la création d'un port maritime à Saint-Louis. De temps en temps, je vois apparaître dans des colloques, on évoque, il y a même des projets sur le papier, d'un port maritime. Si ce port maritime n'existe pas aujourd'hui, c'est que tout simplement, il ne peut pas exister à cause de la barre. Ou bien ça demanderait des ouvrages, dont peut-être que les Chinois sont capables de transformer de manière aussi forte. Évidemment, ce ne serait pas résilient du tout. Ce ne serait pas résilient du tout, parce que lutter... Vous savez, la résilience, c'est un mot, je sais très bien d'où vient ce mot et je comprends très bien son sens, puisque ça vient de la mécanique des matériaux. On dit qu'il y a des matériaux qui sont résilients, c'est-à-dire qui plient sous le poids, sous le feu ou sous une charge, d'accord, et qui adaptent leur forme pour maintenir, tu vois, leur fonction. On dit que l'acier est résistant et le béton ne l'est pas. D'accord? Parce que le béton va rompre et l'acier va se déformer, va adapter une forme.
Ensuite, on a utilisé ce terme et en psychologie, puisqu'on s'est rendu compte que des individus, il y a des individus qu'on peut dire résilients, c'est-à-dire qu'une enfance malheureuse, des parents absents ou défaillants sur le plan de la maternité ne sont pas un fatum pour l'enfant. Il y a des enfants qui peuvent, de leur malheur, tirer une force. Alors, si les individus, je trouve cette notion extrêmement intéressante. Mais comment est-ce que vous allez, cette résilience-là, vous allez le recontextualiser, par exemple? Sur la résilience en urbanisme, voilà. Oui, c'est la capacité, donc cette résilience qui concerne les individus, c'est important que j'en parle, parce que je vous dirai ce que je vois de cette résilience très actuelle de la ville de Saint-Louis, qui n'est pas du tout la bonne résilience, et je vais vous dire pourquoi. Donc, la résilience, c'est cette capacité de puiser de l'énergie de quelque chose qui apparemment aurait pu nous détruire. Si les individus sont capables de ça, les peuples et les continents doivent en être capables aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y a... Au fait, c'est très optimiste que de connaître cette règle. Je trouve ça extrêmement optimiste pour le monde. Alors, aujourd'hui, on parle de urbanisme résilient. Donc, le mot est tellement efficace, l'image est tellement forte, elle est tellement optimiste qu'elle est passée dans d'autres domaines. Aujourd'hui, on parle de l'urbanisme résilient. Alors, si moi je trouve que la ville de Saint-Louis est historiquement une ville résiliente, aujourd'hui, il y a une défaillance terrible. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est résilient à Saint-Louis, ce sont les hommes. Enfin, nous les hommes, nous sommes très résilients. Pourquoi on est si résilients? Parce qu'on a un instinct de vie et de survie, et on veut vivre. La vie est plus forte que tout chez un être humain. Donc, un être humain, il est résilient, il s'adapte. On s'adapte même aux OMG qu'on avale, on s'adapte, parce que le vivant est extrêmement fort. Mais je trouve qu'au XXIe siècle, c'est quand même très injuste que ce soit les pêcheurs qui doivent être résilients. Le corps des pêcheurs, c'est presque ça. C'est pathétique là-bas. Hein? Ils se défendent, ça me fait penser au roman de Marguerite Duras, Le barrage sur le Pacifique, qui donne cette image de l'homme face à l'océan. Évidemment, on n'est rien face à l'océan. Et ces pauvres pêcheurs qui, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière vague, ne veulent pas quitter leur maison, il y a ce pathétisme-là. Mais je trouve qu'on doit absolument arrêter ça. Il faut au moins que cet homme ait un petit rempart. On est au XXIe siècle, on est quand même capable de construire quelque chose pour que l'homme, à main nue, n'ait pas à se défendre comme ça, même s'il est résilient, volontaire, de par sa nature. Ah, pardon. Donc, la résilience est, pour moi, elle est du côté, aujourd'hui, elle est plus du côté des hommes et beaucoup moins du côté des ouvrages. Vous allez me dire, on construit des ouvrages. On construit des ouvrages. Alors, je voudrais parler maintenant des ouvrages historiques, parce que c'est là que je peux citer véritablement les choses. Et tout d'un coup, il m'est apparu que cette connaissance-là, historique, de la ville de Saint-Louis, et spécifiquement de l'île de Saint-Louis, et de ses ouvrages hydrauliques, je vais vous en parler, est très intéressante parce que du même coup, elle permettrait de mettre complètement de côté l'héritage colonial, qui est ou douloureux, ou compliqué, ou qui freine, ou... Voilà. Je voudrais vous parler de Saint-Louis, non pas comme une ville coloniale construite ex nihilo, ancienne capitale de l'AOF, mais je voudrais vous parler de Saint-Louis comme d'une ville d'ingénieurs. Et depuis que j'en parle comme ça, j'ai beaucoup de succès, parce qu'ici, il y a beaucoup d'ingénieurs formés dans l'excellente école de Thiès, et qui, du coup,
au lieu de voir une antinomie, tu vois, quelque chose qu'on n'arrive pas à bien résoudre dans cet héritage, peuvent y puiser une science. Il faut arrêter dans 5 minutes, évidemment. Il faut arrêter dans les... Voilà. Donc, historiquement, cette ville a été construite sur un îlet. En fait, l'île se situe sur un fleuve et il n'y a pas de rocher. Nous ne sommes pas Gorée. Nous sommes un îlet de sable. Les premiers, pas colons, les premiers navigateurs, quand ils sont arrivés, c'était les Portugais, sur l'île Boptia, ils ont construit une petite maison forte, un petit cabanon pour s'abriter et pour avoir le temps de regarder l'environnement. Mais quand ils sont revenus un an plus tard, ou après la période des crues du fleuve et de l'hivernage, non seulement il n'y avait plus la maison forte, mais il n'y avait plus leur îlet. L'île a été démantelée, évidemment, puisque ce sont des amas de sable que les crues démantèlent. Donc, une opération capitale qui est parfaitement de l'urbanisme résilient, c'était de comprendre cette donnée-là, cette fragilité-là, et agir par la construction des quais. C'est la construction des quais qui a commencé vers 1860, qui a permis à cette île, de 150 ans plus tard, d'être exactement dans sa même forme, puisqu'il y a une ceinture, il y a un premier rempart de cet îlet qui a été fait. Aujourd'hui, ça fait 150 ans. Je le répète dans toutes les conférences, je ne sais pas si un jour je vais être entendue. J'ai l'impression d'être la seule de m'inquiéter, de trembler, de ne pas dormir pour les quais. Si les quais s'en vont, cette île, elle n'est rien. Elle n'est connue que par ce cerclage. Et ce cerclage, il est côté Grand Bras. C'est une plateforme sur des pieux qui descendent à 15 mètres de profondeur. D'accord ? Aujourd'hui, on construit sur les quais, on amène une circulation sur ces quais. C'est d'une fragilité extrême. Donc, parmi ces ouvrages, je vais peut-être les citer parce que quand il y a des ouvrages et quand ils s'avèrent historiquement efficaces, comme les quais, d'accord, par exemple, comme les dragues, il y avait les villes, vous savez, dans les villes de montagne, nous avons des chasse-neige. Et dans des villes d'eau, il faut avoir des dragues qui draguent le fond pour que le courant puisse passer, pour que tous les amoncellements qu'amènent les crues et qui se mettent entre les pieux soient nettoyés. D'accord ? Donc, il n'y a plus d'entretien. Ce sont des villes spécifiques, des villes justement comme Saint-Louis en est une. Ce n'est pas une ville quelconque, c'est une ville très spécifique. Elle demande un entretien, un outillage spécifique. Aujourd'hui, tout ça a été oublié, mais il suffit d'avoir quelques historiens et quelques techniciens qui vantent ces valeurs. Il y a 5 ou 6 éléments comme ça qui permettaient de protéger l'île. Aujourd'hui, je voudrais finir sur... Évidemment, c'est une opinion très personnelle, c'est une opinion. Prenez ça comme une opinion, évidemment. Et aujourd'hui, cette île, même si elle avait des quais neufs, même s'il y avait des dragues qui creusaient le fleuve, aujourd'hui, le danger ne vient plus du fleuve, il vient de la mer. Et il vient de la mer, pourquoi? Alors, pourquoi je disais le réchauffement climatique a bon dos? Évidemment qu'il y a bon dos, parce qu'on peut tout dire, c'est le réchauffement climatique, nous on est les pauvres victimes du réchauffement climatique. Mais moi, je vais vous dire ce que j'ai vu en 20 ans, c'est l'action de l'homme, puisque aujourd'hui, il y a 60 000 personnes qui vivent sur la langue de Barbarie. On dit que c'est la région la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest. D'accord ? 60 000 personnes, plus un cimetière, plus les morts qui sont là. Et
on construit des immeubles. 1, 2, 3, 4, 5 étages, le plus haut. Il monte aujourd'hui à 5 étages. Jusqu'à il y a encore quelques années, on construisait avec le sable de la plage. Et aujourd'hui encore, si vous y allez le matin, il y a des enfants qui poussent les brouettes pour un petit chantier, pour ajouter ça un peu au ciment. Ça donne des constructions de très mauvaise qualité, d'accord? Et la plage a disparu. Moi, la plage, je l'ai vue. Il y avait 4 rangées de pirogues pour arriver à la mer. Le parking des pirogues était côté mer, ce qui est logique. Aujourd'hui, les pirogues encombrent complètement le petit bras. La langue de Barbarie est toujours trop étroite pour les populations qui habitent là, d'accord? Donc on comble de manière imperceptible et avec des ordures ménagères le petit bras. Les pirogues arrivent aujourd'hui à la rive de l'île. Hein, ça vous voyez bien, il y a des photos incroyables à faire aujourd'hui. Donc, et si vous voulez, et cette opinion que je partage, elle a été prononcée haut et fort, mais elle n'a rencontré aucun succès. Au contraire, la délégation a été congédiée. Ce sont des Hollandais. Donc en 2010, je crois que c'était en 2010, hein, je ne sais pas si j'invente pas, on a fait venir des éminents spécialistes mondiaux reconnus pour des problèmes des villes littorales, des dépressions, des digues, de tout ça. Je termine. Alors voilà ce qu'ont dit les Hollandais. Les Hollandais ont dit cette phrase terrible, mais certainement vraie. Votre seul rempart, c'est la langue de Barbarie. Vous n'en construirez jamais de meilleur. Il faut que ce banc de sable, cette dune se reconstitue. Il faut tout désurbaniser. Et il faut laisser la mer faire la plage, puisque chaque vague amène du sable. Et s'il y a de la place pour que ce sable se dépose, il a dit, dans 40 ans, vous avez le rempart naturel qui n'aura rien coûté. Politiquement, évidemment, ce n'était pas soutenable. Mais en même temps, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'une ville comme ça, d'avoir la vision de son avenir, est-ce que la pêche et cette démographie croissante, parce que malgré qu'on déménage les gens des premières maisons, bon, les gens déménagent, mais d'autres naissent, il y a de plus en plus de monde sur cette langue de Barbarie. Et est-ce que l'activité de pêche, avec les pêcheurs qui n'accèdent même plus directement à la mer, de toute façon, ça n'a plus rien à ça. Il faut avoir une vision. Est-ce qu'on veut avoir... Qu'est-ce qui peut être compatible? Aujourd'hui, le site du patrimoine mondial, d'accord, n'est pas compatible avec l'activité qu'il y a sur la langue de Barbarie. Si on veut développer ce côté ville historique de Saint-Louis, et puis après avoir une industrie par ailleurs, la pêche ailleurs, au bord de la mer, dans des conditions normales, ne pas mettre les pêcheurs en galère en face de l'université. Qu'est-ce que vous voulez faire des pêcheurs? Pour qu'ils prennent le bus pour aller pêcher en mer? Mais il paraît qu'il n'y a plus de place dans les bus parce qu'il y a les pêcheurs avec leurs bottes qui vont à la pêche, à leur travail. Donc, ce qui manque ici, et ça demanderait un débat, c'est de savoir ce qu'on veut. Quel est le projet? Parce que si le projet est patrimonial pour la ville historique de Saint-Louis, si on juge que c'est vraiment super, à ce moment-là, il faut que la langue de Barbarie devienne ce poumon vert, cette base de loisirs, cette chose extraordinaire, naturelle autour de cette île. Il faut que le pont Faidherbe redevienne un pont piéton. Il faut qu'on circule à... Voilà, je crois que je suis là. C'est un véritable plaidoyer. Oui, je crois que c'est un véritable plaidoyer, un cri du cœur de quelqu'un qui a vécu donc un espace et qui se dégrade sous ses yeux sans avoir les moyens donc je crois que la question est d'autant plus encore lancée. Et toutes les questions que vous avez posées, que les gens les aient entendues ou pas,
c'est des questions pertinentes. Hein, parce que bon, moi, j'aurais retenu simplement 2 choses de ce que vous avez présenté et ça me permet donc de connecter avec les 2 autres. Ben, la première, c'est la dimension historique. Il faut aller chercher de comment est-ce que les gens ont produit cet espace pour se projeter dessus, pour développer de nouvelles actions. Quelqu'un a appelé l'île de Saint-Louis, Saint-Louis Machine. Ouais. C'est une petite machine urbaine, croyez-moi. Alors, la deuxième chose que j'ai retenue, et ça nous permet de mettre en relation, en fait, toute la problématique de l'eau ici, c'est les enjeux, et vous en avez cité, les enjeux politiques, les gens qui n'écoutent pas, des projets qui sont développés, hein, mais également des enjeux sociaux, parce que quand vous parlez des pêcheurs qui doivent prendre le bus pour aller à la pêche, donc c'est un problème. Hein? Comment les prendre en charge demain, même si on revalorise et si on solidifie la bande, la langue de barbarie. À long terme, ouais. Les pêcheurs, il faudrait dans tous les cas les prendre en compte donc dans leur habitat, je dirais. Hein? Et le dernier aspect, c'est les savoirs locaux. C'est-à-dire que donc, comme les Hollandais ont dit, donc la ville de Saint-Louis repose sur le maintien de la langue de barbarie. Hein? Donc, je crois qu'il y a un ensemble de questions, donc je ne vais pas faire une autre conférence. Hein? Ah, il est là, Samba, enfin. Samba. Voilà, donc le temps que Samba nous expose également le point de vue d'un autre Saint-Louisien, hein? Voilà, donc, et Samba, on a eu, donc on s'est dit que sur cette table, on a besoin d'urbanistes, d'économistes, de démographes, de ci, de cela, mais également les artistes ont leur place dans la société. Et aussi, Samba, à la fois aussi, c'est un membre de la société civile, hein? Donc, et là, on voudrait le regard d'un Saint-Louisien sur tout ce que vous avez entendu. Hein? Voilà, vous avez... Non, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Bonjour, monsieur et madame. Je m'appelle Samba Sarr et je suis artiste plasticien, environnementaliste. Depuis 2012, j'interviens sur l'environnement. Surtout sur les problèmes de la dégradation de l'environnement par les déchets. Donc je suis le président de l'association Jeunesse Éducation Environnement et le promoteur du projet Forsopi. Forsopi, c'est ramasser et transformer. Donc nous sensibilisons les plus jeunes donc, pour pouvoir protéger l'environnement. Donc si on parle, tout à l'heure j'entends quand je suis rentré parce que je suis en retard et je m'excuse. Donc, si on parle des problèmes de l'eau sur Saint-Louis, on peut citer la langue de barbarie avec les problèmes de la mer liés au changement climatique, parce qu'il y a la remontée des eaux. Donc, on peut constater ce que fait, en fait, en ce moment même la mer, qui est montée, qui casse les maisons des habitants, et qui les rend vulnérables. Donc on peut constater aussi la brèche qui est coupée en 2003, qui est en train de faire dévaster toute la langue de barbarie et tous les problèmes qu'il a causés sur Gandiol et son environnement. Donc on ne peut plus pêcher, on ne peut plus faire des cultures maraîchères et ça continue jusqu'à nos jours de dévaster des villages, de village en village. Donc le changement climatique à Saint-Louis est visible. Donc je parle aussi des inondations parce que moi j'habite dans le quartier de Pikine où ça manque énormément d'assainissement.
C'est pour cela que chaque hivernage, nous sommes inondés. Donc du coup, il y a un grand problème pour Saint-Louis par rapport à l'histoire de l'eau, de la mer et la pluie. Donc voilà, je peux m'arrêter là pour l'instant. Merci. Vous aurez d'autres questions sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir. Merci.